On retrouve Véronique à Québec, Paul Le Journet, Christian Dufour. Bonsoir. 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 Alors, le problème des urgences, on se demande si un jour ça sera résolu au Québec. Mon père était journaliste, écrivait là-dessus. Ma grand-mère était journaliste, elle a dû écrire là-dessus. Et j'espère que mon fils, s'il devient journaliste, n'écrira pas là-dessus. Ma fille. Tour de table, parce qu'on deux morts qui attendaient à l'urgence d'Anna Labelle. Est-ce que, Véronique, parce que l'an dernier, on a tout vécu ça, ce psychodrame-là. On a eu un comité spécial, puis le ministre a dit, on a tout mis. Ça remonte. C'est insoluble ou quoi? En fait, ce que déplorent justement les gens du milieu, c'est que la fameuse cellule de crise qui avait été lancée en Grande Pompe il y a à peu près un an pour à peu près les mêmes raisons, bien, cette cellule-là n'existe plus au moment où on se parle. Et ça rejoint l'une des critiques du projet de loi 15 pour la création de l'Agence de santé de Christian Dubé. C'est-à-dire que les groupes ont peur de cette centralisation. Eh bien, on a un certain exemple de centralisation qui est dénoncé par les médecins et qui disent on avait une cellule de crise qui marchait, on pouvait avoir notre mot à dire, on avait des conseils à donner, on avait des recommandations, on avait l'impression que c'était fluide, cette cellule-là. Mais là, ça a été remplacé par un coordonnateur d'accès à la première ligne qui est un ex-PDG du CIUS de la capitale nationale qui probablement a quand même beaucoup de compétences en la matière, mais c'est une personne qui doit se rendre sur le terrain pour évaluer le parcours du patient, alors que ce que les médecins trouvaient, c'est qu'avant ça, ils avaient là, les mains dans la cellule, puis ils avaient vraiment des bonnes idées à soumettre. Puis là, ils ont l'impression qu'on est revenu à une centralisation. On va regarder les chiffres là, dans différentes régions du Québec. Et bien sûr, il faut être prudent parce que est-ce qu'il y a une cause à effet direct dans le cas des deux citoyens qui sont morts à Anna-Laberge? On verra, il y a des enquêtes du coroner, mais le responsable de l'Association des urgentologues disait quand on roule à 200 il y a plus de chances qu'on fasse des dérapages, Paul. Ben oui, sans faire de lien de cause à effet sur un cas en particulier, c'est l'évidence même que plus les urgences débordent, plus ce genre de drame devient probable. Et la prétention du gouvernement, c'est de dire qu'il faut réussir à avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire que peut-être que dans un établissement en particulier, les urgences débordent et dans un autre, il y a un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, on veut mettre en commun les ressources pour mieux coordonner les différents établissements sur un même territoire. Leur autre prétention, c'est de dire que même si la cellule de crise n'existe plus là, sous sa forme antérieure, qu'avec l'ancien patron du CIUS, on essaye d'avoir un portrait d'ensemble pour chaque établissement sur la situation dans les urgences, oui, mais aussi ce qui se passe en amont et en aval pour avoir le meilleur portrait. Là, mais ça, c'est un portrait à vue d'avion. Et ce discours-là ne rassure pas les médecins sur le terrain, comme l'a bien expliqué Véronique, parce que pour eux, centralisation, c'est pas forcément synonyme de souplesse et non plus de rapidité. Et tout ce débat-là, évidemment, se déroule alors que la réforme du ministre Dubé est en train d'être étudiée et pourrait être adoptée bientôt si le ministre réussit à avoir gain de cause, mais il reste encore quelques articles significatifs à étudier. Christian, je le disais, là, on en parle depuis très, très, très longtemps. On se dit, est-ce qu'il y a, bon sang, une façon d'améliorer l'organisation pour que ça soit plus efficace dans les urgences? On ne peut pas faire autrement que se dire, il doit y avoir une façon. Oui, parce qu'on commence à être découragé, puis d'autres sont résignés. Ça fait tellement longtemps, comme vous l'avez dit, que ça dure. On avait l'impression que suite à la pandémie, où vraiment les dysfonctionnements de notre système sont devenus criants et scandaleux, qu'il y avait peut-être plus de chances de procéder à des réformes. Moi, je ne jouerai pas l'expert dans le domaine, puis notons que ce n'est pas juste au Québec que ce genre de problème-là dans ce secteur-là. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que l'élément qui ressort nettement de la réforme de M. Dubé, c'est la création de l'Agence Québec Santé, dont on nous dit fièrement que ça va être le plus gros employeur au Québec et le plus gros employeur au Canada. Comme mes collègues l'ont dit, y a-t-il du monde qui pense sérieusement que la solution au problème qu'on a actuellement, c'est encore plus de centralisation? Or, et pourtant, c'est ce qui ressort
de la réforme. C'est comme ça on est juste capable de faire des réformes de structure. Donc, moi, M. Dubé, je veux bien donner la chance aux coureurs, puis je ne suis pas un expert dans le domaine, mais Santé Canada, est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait juste un employeur dans le domaine au Québec, que c'est ça la solution? Voilà. Et Véronique, est-ce que ça va passer quelques secondes? Parce que là, c'est en commission parlementaire. Est-ce qu'on va mettre un veto? Est-ce qu'on va mettre le bâillon là-dessus? On en est où? On ne veut pas nous dire exactement où on en est. Moi, je pense que le bâillon est prêt à être utilisé si effectivement ils doivent y avoir recours. S'ils sentent qu'ils n'ont pas la collaboration des partis d'opposition pour l'adopter vendredi, qu'ils n'ont pas la souplesse qu'ils veulent avoir, moi, j'ai l'impression qu'ils n'hésiteront pas à l'utiliser. Bon, un autre dossier où le temps court. Oui, vas-y, Paul. Bien, rapidement, j'ajouterais, Patrice, que vendredi, ça arrive vite, puis aujourd'hui, c'était une mauvaise journée pour le gouvernement parce que l'opposition ne voulait pas aller rapidement parce qu'elle avait encore plusieurs questions qui demeuraient. Donc, ça n'a pas été vite aujourd'hui, puis il ne reste pas beaucoup de journées. Bien, on est mercredi demain. OK, un autre dossier où le temps roule vite. 3e semaine de grève dans les écoles. Les écoles sont fermées, il y a beaucoup d'enfants. Bon, bref, on ne viendra pas. Je vous montre 2 documents. On a entendu plus tôt, mais Sonia Lebel a dit hier soir, le gouvernement du Québec a soumis une proposition de règlement à la FAE et nous nous sommes engagés à régler rapidement et cette proposition en est la démonstration. Proposition de règlement, là, ça sent la fin. C'est comme la dernière étape. Réponse de la FAE. Réponse de la FAE. Depuis ce matin, le comité exécutif de la Fédération analyse la proposition verbale du gouvernement et convoquera sous peu l'instance syndicale pertinente pour discuter de la suite. Donc, ça peut être bon signe, là. Tour de table. Christian, je commence avec vous. Ça peut être bon signe, ça. Oui, par rapport au problème de la santé de tantôt, c'est plus encourageant quelque part. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bon, M. Legault a dit aujourd'hui, qu'il avait fait une offre substantielle au syndicat. Je n'ai pas vérifié. Je trouve que, on sent qu'il y a des chances que ça se règle assez rapidement et je le souhaite de tout cœur. Plus d'argent contre une réorganisation. Puis je dirais que les problèmes dont on a parlé dans le domaine de la santé, en fait, montrent que c'est pas tout, là, l'argent. Il y a aussi peut-être de changer la façon de dire les choses. Mais quand je dis ça, je dis rien. Là, je sais bien. Oui, Paul, ça sent le règlement bientôt, quoi? Ben, on espère, mais 2 éléments d'info à ajouter. Premièrement, vous l'avez dit, l'offre, elle était verbale. C'est pas une offre écrite. Et moi, ce qu'on me raconte, c'est que c'est une offre verbale qui est accompagnée d'un annexe d'1 page et demie. Et l'offre, elle est arrivée à 22 h hier soir. Elle a été suivie d'explications. Donc, ça s'est passé entre 22 h et minuit. Et ce matin, la FAE a commencé à le présenter, à présenter l'offre en instance, mais elle devait expliquer l'explication qu'elle avait reçue. Et on ne s'attend pas à avoir une réponse aujourd'hui, mais ça peut étonner parce que le détail dans ce genre d'entente est très important. Puis, si vous rapportez les propos entendus, bien, ça n'a pas la même précision qu'une offre écrite. Véronique, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vous torturais tout à l'heure en début d'émission en disant les parents vous écoutent. Et les gens qui ont des rendez-vous aussi, parce que là, le Front commun, en principe, vendredi, refait un tour de manège, là. Oui, en fait, la pression la plus forte en ce moment, elle est avec la Fédération autonome de l'enseignement, avec la FAE. Parce que de leur côté, ils ont des membres qui n'ont pas de fonds de grève, qui ne veulent pas nécessairement non plus poursuivre la grève à l'éternité. Puis de l'autre côté, vous avez le gouvernement qui a la pression parce qu'ils ne peuvent pas laisser durer cette grève illimitée. Donc, il y a un étau qui se resserre autour de la FAE. Je veux juste rappeler que dans la dernière négociation de convention collective avec les employés de l'État, quel syndicat avait réglé en premier? C'était la FAE. Parce qu'on avait réglé avec eux, puis après ça, ça avait servi de cadre pour les autres. Est-ce que le gouvernement pourrait être tenté d'utiliser la même stratégie cette fois-ci? Parce que la FAE ne fait pas partie du Front commun et c'est là où ça fait le plus mal en ce moment, les négociations. Donc, je me dis, ils ont tout intérêt à essayer de régler avec eux, à s'entendre sur certains paramètres salariaux. On entend ici que ça pourrait être sur les échelons, par exemple. Est-ce qu'un professeur qui entre à tel salaire ne pourrait pas obtenir un petit
petit peu plus. Hein? Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur la fameuse demande de la FAE de dire on aimerait avoir des journées pédagogiques en télétravail? Donc, il y a toutes sortes de leviers du côté de la FAE qui peuvent être utiles après ça pour négocier avec le Front commun. OK. Alors, on va suivre ça. Mais votre compréhension, Paul, une petite dernière très rapide, votre compréhension, c'est que ce qu'on a dit verbalement à la FAE, on a aussi dit des choses au Front commun, là, parce que M. Legault dit on a affaire et au Front commun. Est-ce que je comprends la même chose? C'est ce qu'on présume, mais c'est assez étanche. On ne reçoit pas beaucoup d'informations. Puis c'est difficile de spéculer sur le contenu. Mais peut-être juste une petite phrase rapidement. Là. La pression, elle va continuer d'augmenter parce que regardez le calendrier de grève la semaine prochaine. Tout le monde sera en grève. La FIC, le Front commun et la FAE. Tout le monde en même temps. Donc, pression immense. Puis Quatrième il reste 3 semaine, jours. la semaine prochaine. Cette Quatrième semaine pour les écoles. Puis après ça, c'est le congé des fêtes. Alors, imaginez, il y a... Non, mais quand c'est étanche, comme vous dites si bien, Paul, c'est habituellement bon signe vers la fin. Mais bon, on verra. Oui, mais puis en même temps, depuis le début, on sent que pour le gouvernement, le télétravail demandé par les enseignants, c'est tout à fait raisonnable. On a l'impression qu'ils vont céder là-dessus, mais ils n'ont pas encore cédé. Donc, on a l'impression que c'est étanche, mais peut-être que c'est étanche depuis un peu trop longtemps. Ça aurait pu aller plus vite que ça. Et ce sera un énorme échec pour toute la société québécoise si ça ne se réglait pas bientôt. Oui. Mise en place du comité de sages pour étudier la question des demandes des minorités. C'était parti un peu en dérapage sur une toilette en Abitibi, une toilette non genrée. Puis après, il y avait d'autres exemples. Une enseignante, on parle de l'enseignement, qui voulait se faire appeler non pas madame ni monsieur. Et là, ensuite, le gouvernement a dit, savez-vous, on va réfléchir à tout ça dans un comité de sages. Je vous fais entendre des extraits, puis on revient. Je pense que ça aurait été une bonne chose, effectivement, que le comité puisse être représentatif davantage des personnes qui ont à vivre avec ces enjeux. La question qui se pose, c'est plus comment ça se fait qu'il n'y a ni autour de la table du comité ou pour conseiller les gens sur ce comité-là de personnes qui sont directement concernées par la situation. Mais ça demeure 3 personnes qui vont travailler suivant je ne sais pas quels critères, avec un degré de transparence qui est moindre. Et évidemment que ça offre moins de place à une diversité des voix au niveau de ce qui va être publié. Moi, je l'avais mentionné d'emblée au mois d'octobre dernier, donc ce n'était pas un comité de représentation. Donc, donc une personne non-binaire ou trans aurait forcément fait de la représentation? Bien, définitivement, oui. Mais on a décidé de le faire autrement, par contre, parce qu'on veut avoir le point de vue, effectivement, des gens trans et des non-binaires. Donc, le travail d'étroite collaboration avec le Conseil québécois va vraiment, je pense, tout au long des travaux, nous permettre d'enrichir la perspective. Donc, la ministre Roy a annoncé Diane Lavallée, qu'on connaît bien, Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel, et le docteur Jean-Bernard Trudeau, qui font partie de ce comité. Pas de personnes non-binaires ou trans, vous l'aurez compris, c'est ce qui a fait réagir. Tour de table, Paul. Bien, c'est sûr que quand on regarde, premièrement, les 3 personnes sur ce comité, ce sont 3 personnes de grande valeur. Aussi, on doit leur donner une chance. Ça fait quand même bizarre de voir qu'il n'y a aucune personne concernée sur le comité. D'un autre côté, on peut imaginer que la pression sur une telle personne aurait été immense et les critiques possiblement aussi. Mais moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est de savoir comment le comité va travailler. Parce qu'il y aurait eu l'approche qui a été évitée heureusement par le gouvernement de la commission parlementaire où on en aurait fait un vaste débat de société avec le risque de reculer sur certains acquis. Ce qui me semble plus important, c'est de synthétiser les connaissances et les compléter aussi, notamment en termes médicaux. Et si les communautés concernées sont réellement consulter, notamment sur les quelques points qui n'avaient pas été abordés par les autres travaux qui existent déjà, bien, peut-être qu'on pourra répondre à la critique, mais bon, c'est sûr que quand on regarde ça, les 3 personnes sur le comité, on se dit peut-être que ça aurait gagné à avoir un 4e membre. Christian,
Ouais, je pense qu'on sent que le gouvernement n'est pas enthousiaste pour ce thème-là. Et ça découle aussi du fait que l'échéancier est éloigné. Hein. Ils ont 2 ans pour faire leur rapport. Cela dit, je trouve que c'est une très bonne décision du gouvernement d'être très prudent sur un thème qui est très volatile. On l'a vu il y a quelques semaines à quel point ça pouvait déclencher des réactions extrêmement extrémistes. Moi, je n'embarque pas du tout dans la dynamique qu'il faudrait qu'il y ait un transgenre sur le comité. Là. C'est vrai que ce n'est pas un comité représentatif. C'est un comité de gens qui vont réfléchir là-dessus. La commission Bouchard-Taylor, là, Gérard Bouchard et Charles Taylor, c'était 2 blancs, 2 hommes blancs. Ça ne les a pas empêchés de soumettre un rapport intéressant. Et je crois que c'est clair que si le gouvernement avait nommé un transgenre, il y aurait eu un message qui aurait été envoyé où on favorisait un petit peu quelque chose qu'ils veulent manifestement pas favoriser. Donc, ils sont prudents, ils font attention, puis ils font bien. Puis ils ont 2 ans, Véronique. Ouais. Hiver 2025, mais aussi, il y a des questions quand même à se poser sur le mandat parce qu'ils doivent aller voir ce qui s'est fait ailleurs dans le monde, comme si ce qui s'était fait ailleurs était nécessairement bon. Alors qu'il y a des chercheurs qui me disaient qu'il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas adopté des bonnes politiques en la matière. Puis ça, il ne faut pas non plus trop calquer ce qui s'est fait ailleurs. Merci à vous 3, Véronique, Paul, Christian. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.